dont le premier va être par Amin Benmin, qui est le directeur du centre Leadership et Transformation in Africa, un centre d'excellence, comme on dit à l'UM6P. Nous sommes un centre d'excellence sciences et quête de sens, et donc il dirige le centre d'excellence Leadership et Transformation en Afrique, et donc il va nous parler justement de cette transformation du leadership. Et ensuite, nous aurons donc Lofam, qui est professeur sur la stratégie, qui va prendre la suite. Donc, lui va nous parler, Amine, comme son nom l'indique, un peu plus de le nom de son centre, un peu plus de l'Afrique, et Lofam de façon plus générale. On les écoute donc. Amine Belmin, merci. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour explorer un sujet qui me tient profondément à cœur, celui de la quête d'un leadership conscient. On va voir ce que c'est. En tout cas, un leadership qui se veut enraciné, on l'a évoqué hier, dans la sagesse, dans les traditions ancestrales, mais en même temps, pas pour être passéiste, mais pour être résolument tourné vers les défis contemporains les plus pressants, comme ça a été souligné hier, et vers le futur en émergence. Voilà, c'est une sorte de pont entre nos racines, nos sources et le futur. En tout cas, j'ai la conviction intime que nos sociétés ont un impératif à relever, celui d'une fraternité humaine, une fraternité qui ne se limite pas aux relations uniquement entre individus, mais qui s'étend aussi à notre interdépendance avec le vivant. C'est une fraternité avec tout ce qui existe, en somme. Hier, on a eu cette présentation d'un prochain événement sur la noosphère, qui est une notion qui va avoir lieu du 16 au 18 décembre, qui est une notion qui a été développée par Teilhard de Chardin. Et on attribue cette parole à Pierre Teilhard de Chardin qui dit en substance que tout ce qui monte converge. C'est l'essence même de cette notion de fraternité humaine et existentielle. En réalité, cette phrase n'a pas été dite par Teilhard de Chardin, mais dans le phénomène humain, il parle du point oméga, qui est le point d'aboutissement de l'évolution, aussi bien biologique, spirituelle et intellectuelle. Et en tout cas, cet impératif, je le perçois à la fois comme un appel intérieur, et Lo va en parler, mais un appel à incarner cette sagesse dans notre travail sur notre propre conscience, mais aussi sur nos actions quotidiennes, mais c'est aussi une exigence collective. C'est une exigence pour construire des sociétés plus justes, plus inclusives, et qui soient mieux préparées à relever les crises systémiques que nous traversons. J'ai été marqué, entre autres, par 2 versets du Coran qui parlent de ça. Le premier verset, c'est Hud, verset 88, qui dit « In uridu illa al-islaha ma stata'at, wa ma tawfiqiya illa billah, alayhi tawakkalt, wa ilayhi unib » En substance, ça signifie « Je ne cherche qu'à faire le bien, à amender ce qui peut l'être, et je demande refuge à Dieu. » C'est vers lui que je me retourne. Un deuxième verset qui m'a marqué il y a plusieurs décennies, qui m'a donné envie de plonger dans le monde de la transformation, dans lequel je suis depuis 2 décennies à peu près, qui dit en substance, qui dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Dieu ne peut permettre d'amender un collectif que si des individus s'amendent eux-mêmes. Donc il ne peut pas y avoir de transformation collective sans transformation individuelle. C'est l'essence même de cette convergence de la pensée, des cœurs, des esprits. Durant mes années de recherche doctorale, j'ai eu la chance d'étudier au cœur même des pratiques ce qui permet de catalyser des dynamiques collectives.
Et j'ai pu accompagner des acteurs territoriaux en train de co-construire un projet qui émerge chemin faisant. Ça m'a pris 6 ans. C'est pour vous dire que cette sagesse pratique dont on va parler, j'ai pu la vivre. Elle est fondatrice dans les aventures humaines et sociétales. Voilà, donc je vous propose un voyage en pays, leadership et sagesse. Et vous avez vu, il y a sagesse au singulier, sagesse au pluriel, parce que c'est 2 niveaux différents de sagesse. En somme, cette présentation tente pas de répondre, mais d'apporter des éclairages à 3 questions. Comment est-ce que les valeurs traditionnelles, notamment africaines et spirituelles, et comme vous l'avez vu, je m'inscris dans une perspective plutôt universelle de convergence de la pensée humaine, comment est-ce qu'elles peuvent inspirer et guider le leadership contemporain? Ce n'est pas très enseigné, pour autant, dans les business schools, mais on va voir que c'est étudié, et de plus en plus. Le deuxième questionnement, c'est bien ces valeurs ancestrales, ces traditions, mais ça nous apporte quoi pour adresser des défis systémiques? D'accord? Tout le monde a vécu dans sa chair la crise du Covid, ou de la Covid comme on dit. C'est une crise systémique. Elle n'est pas localisable uniquement dans une variable ou un paramètre. Et le troisième questionnement, c'est comment les leaders peuvent-ils s'appuyer sur ces valeurs pour promouvoir des approches qui soient inclusives, qui promeuvent la résilience et qui soient plus transformatrices. Alors, pour autant, la tendance dans les pratiques du leadership et dans les travaux sur le leadership ont été plus dans une vision instrumentaliste ou que l'auteur March appelle une théologie conséquentialiste. Ça veut dire quoi en langage clair? C'est simplement que les actions, les décisions sont guidées par la projection des conséquences des actes. Et donc, à contrario, pas par des impératifs éthiques ou moraux, pas par des éléments de transcendance. Voilà. Et donc, on se retrouve face à une crise pour ce qui est de la conduite des affaires humaines d'une manière à ce qu'elles soient plus justes pour la société, pour les personnes, notamment les plus vulnérables, et qui soient plus ancrées dans une réalité qui est changeante. Et du coup, c'est tout le propos de cette présentation. Ça s'inscrit dans un constat qui est que la pensée des experts, des sachants, peine à apporter des réponses à l'interdimensionnalité des problématiques, des challenges qu'on vit. Ce ne sont pas des problématiques techniques, autant que ce sont des défis dits adaptatifs, et donc qui sont même difficiles à caractériser en termes de quelle est la cause racine des problématiques. Cette notion de sagesse, on va le voir dans ce petit voyage épistémologique et aussi identitaire, culturel, vous allez voir. Il invite à embrasser l'ambiguïté, pas partir des certitudes. Il invite aussi à se départir, non pas se séparer du savoir formel, l'intégrer, mais ne pas être conditionné par les connaissances techniques. Et surtout de se projeter dans des considérations éthiques, voire spirituelles, on va le voir. Là, je me suis permis de citer cette phrase du poète Eliot qui disait « Où est la sagesse que nous avons perdue dans le savoir ?» Vous vous rappelez, à une époque, on parlait de Chief Knowledge Officer, et puis ça a évolué vers le Chief Information Officer, puis c'est en train d'évoluer vers le Chief Data Officer. Pourquoi on n'évolue pas vers le Chief Wisdom Officer? On est en train d'aller à contrario du besoin d'élévation de conscience.
Et donc, ici, dans cette petit exposé, je fais mention de beaucoup de travaux quand même, de plus en plus de travaux, notamment dans la littérature en sciences de gestion, management scholarship comme on dit. Et je fais mention notamment d'un numéro spécial de la revue Academy of Management Learning and Education en 2013 qui était consacré, donc c'est Academy of Management, consacré à la question de la sagesse et de sa transmission dans les organisations. Voilà, donc c'est pas juste une lubie, c'est pas parce que ça me passionne et que ça vous passionne la plupart d'entre vous, c'est un vrai sujet. Et là, il y a surtout ce constat que cette sagesse est appelée de manière cruciale, forte, dans un environnement qui est très très instable et où les certitudes tombent, sont érodées. Beaucoup de travaux font souvent référence à la notion grecque de phronésis. La phronésis a été développée dans la philosophie d'Aristote, notamment dans son Éthique à Nicomaque. Ce n'est contrairement à la sophia, qui est une connaissance théorique, ou à la techné, qui est une connaissance technique, c'est une connaissance qui est basée sur la contextualité, sur le contexte et sur le jugement fiable, sûr de qu'est-ce qu'il faut faire dans l'expérience et face à une situation précise. Et donc, c'est une invitation à équilibrer entre la pensée et l'action. On continue notre voyage et dans ces travaux, il y a eu des tentatives de formaliser ce qu'on appelle le wise leadership, le leadership conscient. En tout cas, c'est une émergence théorique et pratique aussi pour répondre à ces crises systémiques et aux limites de l'expertise purement technique. Dans ces travaux, Nonaka et Takeshi reconnaissent l'importance de cette sagesse qui embrasse l'ambiguïté et surtout qui est tendue vers l'intérêt commun, l'intérêt général vers le bien commun. Et dans ces travaux de ces auteurs, mais aussi d'autres auteurs, il y a Ali Abbas en 2014 qui développe une vision islamique du leadership. On mobilise la notion de phronésis qu'on vient de citer, de sagesse pratique, souvent qu'on traduit par sagesse pratique ou prudence, mais aussi de la notion de hikmah, développée notamment dans la Muqaddima de Ibn Rushd, qui lui-même mobilise les travaux d'Avicenne et d'Averroès, qui puissent dans la pensée d'Aristote, mais lui rajoute une dimension éthique et spirituelle transcendante. Donc c'est aussi une notion d'intelligence contextuelle, de sagesse pratique et aussi de sagesse spirituelle pour le bien commun. Alors, pourquoi on parle de sagesse au cœur de ce leadership conscient? Le leadership conscient, donc, il va au-delà de simplement une vision idéalisée, éthique, et ça nécessite justement une sorte d'intelligence situationnelle très très fine, une capacité à jauger, juger qu'est-ce qui est juste et pertinent à faire dans un contexte donné. Et c'est aussi quelque chose qui a été développé dans la pratique du leadership comme quelque chose d'essentiel pour naviguer dans les contextes des organisations. Dans ses travaux, Nonaka cite un certain nombre de compétences clés pour incarner un wise leadership, un leadership sage. La capacité à juger qu'est-ce qui est bien et bénéfique pour les collectifs. La capacité à percevoir les choses, pas telles qu'on les voudrait, mais telles qu'elles sont, en essayant de se prévaloir au plus possible des biais et des illusions. La création d'un contexte que Nonaka appelle le ba, c'est un concept issu de la philosophie japonaise qui renvoie à la notion de lieu physique et de lieu moral émotionnel. C'est une sorte de lieu favorable à la co-création de connaissances. Donc la capacité à créer, à hosting a space for shared knowledge, c'est un petit peu ça l'idée.
La quatrième compétence, c'est la capacité d'intelligence narrative, la capacité à storyteller, à raconter ce qu'on cherche à faire et donner du sens à l'action. Le pouvoir politique pour la vision et enfin la capacité à pas uniquement incarner cette sagesse, c'est déjà tout un job, tout un travail, mais la capacité à la cultiver, à l'appeler, l'inviter chez les autres. Et donc, on se retrouve face à des leaders dans les organisations, mais aussi à une échelle plus large, des écosystèmes, de l'action publique, face aux grands défis sociétaux, qui deviennent de plus en plus non pas uniquement des leaders, mais des stewards. On appelle ça des system stewards ou des systems conveners. C'est des gardiens, des protecteurs de systèmes. Et là, c'est une vision fondamentalement différente du dirigeant, leader responsable. C'est celui qui développe une vision holistique, fine, nourrie des interdépendances, qui est éthique, qui est interconnectée. Alors au cœur, avec un jeu de mots, parce que d'abord, c'est le cœur de la personne qui doit être connecté à ce qui se passe, à ce qui se joue au vivant, et enfin, qui reconnaît les liens et qui favorise ces liens. On parle aussi de sense weaver, de tisserand de sens, tisserand des fils de sens. On parle aussi notamment les travaux de Kahneman, de facilitation transformatrice, à la fois horizontale et verticale, à travers la médiation institutionnelle. La capacité à bridger, à faire des ponts entre les niveaux micro, méso et macro. Et enfin, ces travaux sur le stewardship, qui conduisent même à des plans de formation de public servants, d'acteurs publics, à qu'est-ce que c'est être un system steward. On est en train, l'UM6P et ABS accompagnent depuis 1 an et demi le ministère de l'Éducation nationale dans ce sens. Nous sommes en train de former une centaine de facilitateurs transformationnels. Alors, évidemment, là, on poursuit notre voyage et on parlait de sagesse. Là, on va parler de sagesse au pluriel. Et l'idée, c'est de voir comment tout ce qui monte converge, comment ces sagesses ancestrales sont extrêmement éclairantes pour nourrir une forme de leadership qui est inclusive, éthique et résiliente, favorable à la résilience et au bien commun. Et on va voir qu'il y a une grande diversité. Ce n'est pas exhaustif, mais on voit que ce leadership... Alors je prends une perspective africaine qui englobe le Maroc, bien sûr. Le Maroc fait partie de l'Afrique. Des fois on dit le Maroc et l'Afrique. Non, le Maroc c'est l'Afrique. C'est un leadership, s'il faut le résumer, qui est collaboratif. Et donc là, je pense à Tiwizin, donc il y a Twiza et Tiwizi, ou Tiwizin, selon les... Je vais en parler dans un instant. Il y a Harambe, il y a Ubuntu en Afrique du Sud. C'est un leadership réflexif, avec Sankofa. C'est un leadership qui est dialogique, avec Ubuntu une fois de plus, l'arbre à palabre, la notion de l'm, ou jma'a, on appelle ça jma'a ou l'm. C'est un leadership qui est éthique et humaniste, avec Issidima, et qui est centré sur le bien commun. Les grandes caractéristiques, c'est quoi? C'est que c'est une vision du monde qui n'est pas européocentrée, occidentalocentrée, où l'individu sert le collectif. Ubuntu, c'est « je suis parce que nous sommes » en Afrique du Sud. C'est un leadership où c'est des valeurs qui sont ancrées localement, où on cultive la solidarité et les valeurs de solidarité, et où la réciprocité est quelque chose de central. Et là, il y a une grande diversité d'expériences et de perspectives qui sont extrêmement éclairantes et qui sont très, très incarnées. Ce n'est pas juste dans la tête ou dans les écrits. Twiza, par exemple, c'est cette notion de chaîne de réciprocité, soit ponctuelle, dans la version Twiza, soit structurelle, Tiwizi, d'accord? Et c'est ce qui a permis pendant des siècles à des douawar, à des villages, de survivre en co-construisant, par exemple, dans le village de Tizinoucheg, dans le Haouz, un village a inversé l'exode rural en transformant son système éducatif local, en construisant
en co-construisant son système d'adduction, en réactivant une jma'a avec des techniques dignes des approches d'intelligence collective les plus élaborées, et à tel point qu'il y a un exode rural inversé, il y a une fédération de 100 villages qui sont venus se réunir pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces gens. Et la plupart des villages, d'Afouad Degadil, de loin, partent en disant « ça y est, on va faire exactement la même chose », et vous savez quoi, ils font tout à fait autre chose, mais ça les a libérés. Le fait de voir quelque chose d'incarné les libère. Mais il y a beaucoup d'autres expériences, par exemple, en Swahili, cette notion de Ujamaa signifie fraternité, et donc ça se matérialise à travers des expériences d'agriculture communautaire. Sankofa, qui signifie littéralement retourner pour récupérer ce qui a été perdu de manière à aller de l'avant. C'est très très beau, c'est un symbole visuel, on appelle ça un adikra, qui guide l'intégration des savoirs traditionnels, notamment dans la résilience climatique et le développement durable. Ici Dima sur la dignité humaine, Harambe, tirés ensemble au Kenya, et ça a financé des projets communautaires, Ubuntu, on en a parlé, qui ont inspiré tout le travail de réconciliation communautaire et de reconstruction sociale après le génocide du Rwanda. C'est très très concret. C'est un leadership vivifiant, pas mortifère. Et donc, je vais essayer de conclure sur ce que pourrait être une éthique de leadership basée sur la sagesse, qui appelle à développer une pensée systémique en action, qui est comment est-ce qu'on apprend dans nos prises de décision, dans nos modes délibératifs, à intégrer les interdépendances, à voir les boucles de rétroaction, les phénomènes récursifs, A influence B et B étant influencé par A, influence A en retour et des fois influence C, mais on ne le sait pas. Voilà, les phénomènes d'émergence qui rendent, c'est-à-dire que des choses, quand elles se combinent et s'entretissent, génèrent d'autres choses qu'on ne sait pas à l'avance. Et le leader devient ici comme un jardinier permacole qui travaille le terreau de manière à créer les conditions favorables pour les synergies. On a beaucoup parlé de relations. L'intelligence et la connaissance est dans les relations. On en a parlé hier. C'est une éthique de leadership qui allie à la fois le discernement contextuel, la phronésis, et les valeurs spirituelles. La hikmah. La hikmah, c'est tanzil al-ilm ala al-waqi'. Comment la connaissance est transposée sur la contextualité pour garantir des actions justes et durables. C'est une éthique de voyage collectif. Ce n'est pas tout courir tout seul à toute vitesse, c'est inviter les autres à venir avec nous. Comment? En promouvant la conscience personnelle, les liens, et parfois, ce que j'ai constaté dans mes travaux de thèse, quelque chose qui est très très puissant, c'est ce qu'on appelle les émotions morales. Les émotions morales, c'est lorsque des personnes sont touchées par quelque chose qui est en jeu, un défi, un challenge, un sujet. Elles sont touchées dans leur histoire personnelle, parce que leur père, parce que leur famille, parce que... Et en même temps, la dimension morale est activée, ils sentent qu'ils participent à quelque chose de plus grand qu'eux. Ces émotions morales sont extrêmement puissantes. C'est des phénomènes. Apprendre un leader, c'est quelqu'un, surtout quand on veut adresser des phénomènes qui sont systémiques et multidimensionnels, qui doit développer ce type de sense-making différent du sense-giving, où simplement je déclame le sens. Et enfin, c'est un leadership qui transcende les frontières, qui bridge. On parle de convening, c'est-à-dire comment je crée des ponts, comment boundary spanner, comment je suis passeur de frontières, bridging agent, comment j'établis des ponts entre des mondes, des logiques et des dimensions différentes. Et encore merci. Merci beaucoup, Amine. Merci beaucoup. Réaction de notre ami Luc, un peu corrosive, mais il fait de l'humour. Hein. Regardez. Voilà. Notre ami Luc Tessot, réaction.
Donc effectivement, c'est très important ce que nous a dit Amine, parce que non seulement, bien sûr, c'est important de faire ce pont entre tradition et modernité, comme ce pont entre les deux cerveaux dont je parlais hier en introduction, dans un monde qui est schizophrène, mais c'est aussi très important parce que, oui, Amine, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui a une bibliothèque de références sur les questions de sens dans le management extraordinaire, et donc il peut vous démontrer par A plus B qu'il y a toute une série de recherches dans des domaines que l'on penserait être des domaines un peu moral ou spirituel, et dit voilà, non, il y a tel japonais qui a travaillé, qu'on a vu à tel endroit et qui a montré les bienfaits de cela. C'est aussi, je pense, une chose importante dans ce que nous dit Amine, d'avoir ces références. Maintenant, nous allons...